Bonjour, alors je vous rappelle que nous devrions nous voir, enfin pour certains, le 4 juin prochain au jardin du Point du Jour à Verdelot. J'ai déjà annoncé, donc je ne vais pas remettre ça, mais voilà, c'est acté, c'est réservé, donc rendez-vous. Il n'y a pas d'inscription, je ferai juste un sondage pour savoir qui vient, afin d'avoir approximativement une idée du nombre de personnes pour éventuellement prévoir le café, des choses comme ça. Donc, passons aux choses sérieuses. Alors là, il y a eu encore des nouvelles attaques ce matin dans des prisons. Ça continue. Il y a maintenant, on voit que le personnel pénitentiaire est visé. Alors, ils sont visés à leur domicile. Ils repèrent où ils habitent. Ils repèrent leur voiture et ils brûlent la voiture du gardien de prison. Ils la brûlent sur son parking de son immeuble. Voilà, on en est. Ce qui veut dire qu'il y a un réseau très bien renseigné, et puis c'est pas local, c'est sur le territoire français. Vous voyez un peu le malaise. Donc ça nécessite fatalement une organisation au niveau national avec des relais un peu partout. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Ça commence un peu à bouger, mais je pense que ce sont les prémices d'un truc un peu chaud. Bref, et là, on n'en parle pas. Je vous présente Nicolas Dupont-Aignan, que vous ne connaissez pas, bien sûr. C'est marrant, on a des politiques comme ça qui disent des choses, vous allez voir, c'est stupéfiant. Et ça dure plus de 10 minutes. Mais je voulais mettre l'intégralité quasi de son intervention ce matin sur CNews pour vous dire à quel point on a identifié le problème, en tous les cas concernant le problème économique chez nous. Il y a des solutions, mais on ne veut pas les appliquer. Et vous avez Dupont-Aignan, qui n'a même pas été réélu en tant que député, qui déroule avec une connaissance de la situation, mais parfaite, tous les problèmes que nous avons en termes de dépenses publiques inutiles, enfin de l'argent gaspillé, et qui va payer encore, évidemment, il le sait, tout le monde le sait, tout le monde connaît, parce que si Dupont-Aignan nous dit cela, c'est qu'ils sont tous d'accord, les éoliennes. Vous allez voir, Safran qui veut plus, à la fin, vous verrez, il y a Safran qui veut plus s'installer en France, qui veut plus s'installer dans les villes écolos, qui veut créer des emplois et tout. Non, les écolos, ils disent non, pas d'emploi. C'est ubuesque, on n'a jamais vu ça. Enfin, j'en sais rien si on n'a jamais vu ça, mais moi, de mon vivant, j'ai pas vu ça. Et Dupont-Aignan, il est excellent. Il est excellent, qu'est-ce que je veux dire? Tout le monde est excellent quand il s'agit de désigner les problèmes. Ça, je crois que l'inventaire, il peut être fait par plusieurs politiciens. Je pense que Philippot, c'est pareil. Ne parlons pas de Philippe de Villiers, mais Asselineau. Tous ces gens-là semblent désigner le problème et bien le maîtriser d'une certaine manière. En tous les cas, Dupont-Aignan, c'est parfait ce qu'il dit ce matin. C'est entendable, c'est compréhensible, ça te semble simple. Il n'y a pas grand-chose à faire pour résoudre le problème, faire des économies et tout ça. Mais il n'y a rien à faire. Le peuple français ne veut pas suivre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de leadership capable de représenter ce mouvement qui permettrait de changer radicalement de politique en France. Et là, vous avez Dupont-Aignan, je ne sais pas pourquoi, ça ne marche pas, sa personnalité, son personnage, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que sinon les gens adhéreraient, les gens auraient voté pour lui. Non, c'est ce que dit Pro, mais je suis d'accord avec vous, il dit Pro, mais les gens ne votent pas pour vous. Et oui, c'est ça qui est fabuleux. Alors, on va l'écouter. Vous allez voir, c'est terrible, quoi. Ce qui vous révèle, on le sait, mais lui, il l'appuie avec des arguments en plus chiffrés. Quand vous appuyez des arguments par des éléments chiffrés, ça vous fait voir la montagne de gaspillage qu'il y a chez nous, et qu'on va prendre le pognon chez les gens qui bossent, ou ceux qui ont cotisé pour leur retraite et qui ont une retraite. On va prendre chez les seuls qui ont bossé. C'est de la folie, ce pays.
c'est la folie. Puis vous avez une quantité incroyable de gens qui bossent pas dans le pays, et vous avez même des étrangers qui viennent en France qui touchent plus que dans leur pays en ne faisant rien. C'est aberrant. Même chez nous, ils arrivent chez nous, ils sont mieux payés qu'un mec au SMIC qui prend sa petite Clio critère 3 pour se prendre une prune et pour aller bosser. C'est de la folie. Ce pays est devenu fou. Et quand on entend ce qu'on entend, et vous allez l'entendre, vous dites, mais c'est pas possible. Et là, on n'aborde que le problème financier, que les finances publiques, on n'apprend que le problème fiscal, la fiscalité, le problème de gaspillage, de budget, etc. Ce n'est que ça. On ne parle même pas d'insécurité, on ne parle pas de prisons qui vont être attaquées, etc. C'est même pas ça qui est abordé ce matin. C'est que rien que le problème financier lui-même pose un problème évident. Il est décliné d'une manière claire et nette, incontestable, et personne ne veut résoudre le problème. C'est de la folie. Alors il y en a qui disent il faut un effondrement, comme à la fin. Il y en a qui disent il faut l'effondrement pour que ça change. Bonne écoute et bonne journée. Moi, je fais 60 milliards d'économies à la fin du quinquennat par an. D'accord? Non, 60 milliards sur les 5 ans. Non. Ah, 60 milliards par an. Oui. Comment ça, parce que je comprends que pour nos auditeurs, oui. c'est très compliqué à comprendre. Oui. Comment ça se passe? C'est que je vais essayer d'être pédagogue. Si vous êtes bon en maths alors. Vous allez voir que je le suis utilement. Et combien le président de la République a changé. Oui. Ça, c'est la vie, sans doute, et la dureté de l'Élysée. Oui. Il y a une forme de jeunesse, et même dans le sourire, vous voyez, dans l'énergie. Et on voit le poids de la fonction, tout simplement. Bon, ça, c'est inhérent. Mais il y a surtout le poids des finances. Et donc, les 60 milliards par an, on n'y est pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire et quelle est votre analyse, dit Nicolas? D'abord, ce qui m'a fasciné hier, c'était lunaire, la conférence de presse. Vous l'avez écouté? Oui. J'ai tout écouté. C'est que François Bayrou, qui, il faut reconnaître, avait dit en 2007, il faut réduire, il faut reconnaître, a voté tous les budgets depuis 2017. Il a voté tous les budgets, titre du MoDem. Il est totalement solidaire. Dans la salle, il y avait tous les ministres qui ont gouverné, et puis des anciens ministres qui ont gouverné depuis 20 ans. Et il s'est lamenté de son propre bilan. Donc déjà, il y a quand même quelque chose, je trouve, d'incroyable, incroyable. Et puis, il nous a expliqué qu'il fallait changer, que la situation est dramatique. Elle est dramatique. Vous parliez de Macron, 1000 milliards supplémentaires de dettes, 1000 milliards depuis qu'il est arrivé. Alors moi, j'avais écrit un petit livre en 2022, qui est passé inaperçu, Où va le pognon, et j'avais pris, pour pas que ça vienne de moi, j'avais pris tous les rapports parlementaires, de gauche et de droite, sur des sujets différents, les cartes vitales, les éoliennes, l'immigration. Donc des rapports, j'allais dire, reconnus. Un socialiste, vous savez comment ça marche, les rapports parlementaires. Quand on fait un rapport parlementaire, il y a toujours un de gauche, un de droite. Donc on essaye de ne pas être polémique, on essaye de vraiment aller... J'ai repris tous les rapports, par secteur, et on arrive à 100 milliards, mais vraiment facilement d'économie. Ce qui ne va pas, et ce qui m'a vraiment choqué hier, c'est qu'en fait, ils veulent faire croire qu'on peut continuer comme ça, qu'on va arriver à faire des économies de 40 milliards sans changer la politique. Il n'y a pas eu un mot sur l'immigration, il n'y a pas eu un mot sur les fausses cartes vitales, il n'y a pas un mot sur le coût de l'Union européenne qui a été multiplié par 10 depuis Chirac, il n'y a pas un mot sur le coût de la transition écologique, qui est délirant. Moi, les 40 milliards, je vous les trouve dans la journée. C'est prétentieux, mais je vous les trouve dans la journée. 10 milliards sur les fausses cartes vitales, très vite, on peut estimer à 20-30 milliards si on prend un tiers. 10 milliards sur l'immigration, mais ça veut dire changer de politique. 5 ou 10 milliards sur l'Union européenne, et les 5, la moitié, ont dépensé 1 milliard net. L'immigration, pourquoi l'immigration nous coûte 10 milliards, par exemple? Qu'est-ce que vous changez demain qui vous avez une économie de 10 milliards? L'octroi de prestations sociales à des étrangers, le RSA, l'assurance vieillesse, après 10 ans de présence, sans jamais avoir travaillé dans le pays, vous avez le minimum vieillesse. Les étrangers ont le droit à quoi aujourd'hui? Un étranger qui arrive sur le sol? Alors ça dépend des étrangers. Ceux de l'Union européenne, ils ont le RSA tout de suite. Le RSA... Ah oui, mais c'est l'Union européenne, vous pouvez donc pas le faire, ça, vous ne pouvez pas le contrer tout seul. C'est-à-dire qu'il faut renégocier, ça, vous dites en 24 heures. Non, mais c'est intéressant l'exemple que vous donnez. Oui. C'est-à-dire que vous, par exemple, un Allemand qui vient ici, qui a le droit au RSA, vous ne pouvez pas contrer parce que c'est l'Union européenne. Non, mais à un moment, vous dites stop. Vous dites stop. C'est pas en 24 heures. Oui, mais vous dites stop, vous sortez. Mais je suis d'accord. Mais vous ne pourrez pas réformer. Mais j'entends, moi, mais je suis d'accord avec ce que vous dites, en fait. Mais tout le monde est d'accord avec ce que vous dites. C'est ça le paradoxe. La différence. Tout le monde est d'accord que l'Allemand
monde n'est pas le RSA en France. Non, tout mais le monde attendez, est il y a d'accord. pire que ça. C'est que le RSA en France est supérieur au salaire minimum dans beaucoup de pays de l'Union européenne. Oui. C'est-à-dire qu'on gagne plus en France avec le RSA Mais tout le monde est d'accord avec vous. Mais oui, mais écoutez, si je fais de la politique et si je défends des idées, c'est parce que je pense qu'il y a des possibilités. Hors Union européenne, admettons votre affaire d'Union européenne. Moi, je pense qu'il faut faire le bras de fer et qu'on ne peut pas continuer comme ça. Mais hors Union européenne, la transition écologique, vous savez combien on verse ? On verse à travers la taxe sur l'électricité, donc là, ça serait, on supprimerait un impôt sur les Français. On verse 8 milliards pour compenser le surcoût des éoliennes. Et la programmation pluriannuelle de l'électricité. Sont horribles et qui servent à rien, les éoliennes. À rien du tout. À rien. Puisque ça met de l'électricité quand on n'en a pas besoin, je le précise. C'est dément. Là, c'est dément, les éoliennes. Il y a un débat sur la programmation pluriannuelle de l'électricité. Le gouvernement voulait le faire passer par décret. Heureusement, les parlementaires sont mobilisés pour qu'il y ait un débat. Il n'y aura pas de vote. Il n'y aura pas de vote. Si on continue à appliquer la programmation voulue par le gouvernement, c'est 20 milliards par an. Par an. On cherche 40 milliards d'économies. On va dépenser 20 milliards par an de plus pour compenser le surcoût des éoliennes qu'ils veulent installer, 50 fois plus en mer, 2 fois plus sur terre. On va payer 6 milliards par an dans les 20 quand même, pour le raccordement Enedis de ces éoliennes. Mais on en a parlé. C'est complètement dément. Mais c'est dément. Donc, ce que je veux dire, on en a parlé ici. J'ai écrit ça. C'est écrit. Il y a des rapports qui s'empilent. On sait ce qu'il faut faire. Oui. Simplement, ce sont des vaches sacrées. Et pourquoi Mais les éoliennes, par exemple. Les éoliennes, c'est intéressant. C'est horrible. Toute la baie de la Baule est massacrée. Et ça va être un scandale. Ça ne sert absolument à rien. Oui. C'est-à-dire que ça produit de l'électricité quand on n'en a pas besoin. Par définition, c'est du vent. Ça détruit la faune. C'est horrible, ça détruit la pêche. On a surtout le nucléaire qui est une solution alternative et qui fonctionne très bien. Voilà. Mais alors pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi Emmanuel Macron il est intelligent? Parce que c'est une idéologie. Mais par Emmanuel Macron, j'espère qu'il n'est pas idéologue. Parce qu'il y a des intérêts économiques colossaux. Mais lesquels? Vis-à-vis de l'Allemagne. L'Allemagne dicte la politique énergétique pour les éoliennes. Mais oui, c'est la conséquence. Parce que l'arrêt du nucléaire en Allemagne. Mais on est revenu sur le nucléaire aujourd'hui. Ils ont arrêté le nucléaire. Oui, mais on est revenu sur l'avantage comparatif. Les Allemands, ils ont arrêté. Oui, ils ne veulent pas que la France ait un avantage comparatif colossal pour notre industrie. Une centrale nucléaire aujourd'hui, le coût pour EDF, c'est 33 €. Alors, il faut le vendre 70 € parce qu'il faut investir dans les nouvelles. D'accord ? Une éolienne en mer à Saint-Brieuc, 198 €. On paye. Et on va en installer 50 fois plus. Donc, quand je vous dis qu'il y a des économies possibles, sans faire souffrir les Français, parce que ce qui s'annonce là, c'est quoi? C'est les retraités, enlever l'abattement de 10%, désindexer. Mais les retraités, ils ont travaillé dur, je suis désolé, c'est un contrat moral entre la nation et les retraités. Si on commence à détricoter ce contrat, ça veut dire qu'il n'y a plus de récompense du travail de ceux qui ont travaillé. Donc, si on veut que les gens travaillent plus, il faut respecter nos contrats. Donc moi je vous dis qu'il y a 40 milliards d'économies, on peut les faire. On peut les faire sur les éoliennes, on peut les faire... L'ADEME, on peut supprimer l'ADEME. 4 milliards pour faire des campagnes de pub pour nous expliquer qu'il faut... Alors on rappelle ce qu'est l'ADEME. On rappelle ce qu'est l'ADEME. On est en plein délire. On rappelle ce qu'est l'ADEME. L'ADEME, c'est une agence de la maîtrise de l'énergie. Moi, je veux fusionner toutes les agences dans les ministères. Bien sûr, mais vous avez tellement raison. Mais pourquoi? Mais il y en a 13 agences indépendantes. Oh, mais il y en a bien plus. Non, autorité administrative indépendante, il y en a 13. Mais des agences, il y en a... il y en a 4. Et vous savez pourquoi ils ont créé les agences? J'en sais rien. Parce que ça permet de caser les copains. Oui, c'est ça. Ça permet d'augmenter les salaires. Ça fait double emploi avec les ministères, avec les régions. Vous avez raison. Mais pourquoi les gens votent pas? Oui, mais le problème, c'est que les gens votent pas pour vous. Mais qu'est-ce que vous en savez? Ça viendra peut-être. Ah bah oui, je suis d'accord avec vous, mais ça, ce que vous dites... Mais non, mais c'est ça, vous êtes présenté. Oui. Et moi, j'entends ce que vous dites, mais hélas, les gens, ils oui, mais hélas, écoutez, il y a un moment... Oui. Les Français, je pense, n'ont pas encore vu ce qui va leur tomber sur la tête. Oui. Et quand vraiment ça va les concerner, les Gaulois non plus. Les choix vont être faits. Oui, mais les gens se disent de toute façon, de l'argent, il y en a. C'est l'argent magique, je suis d'accord. Mais les gens ont voté pour quelqu'un qui leur promettait. Non, mais il a raison. En fait, avec le Covid, t'as inventé l'argent magique. Et personne n'y croit. Les gens disent oui, la dette, tout ça. Mais bon, là, on est au bord de la rupture. Oui, mais ils entendent ça depuis... Ça fait des années qu'on entend ça. François Fillon
a dit en 2007, je suis dans un pays en faillite. C'était il y a 20 ans. Vous me dites aujourd'hui que qu'on est au bord de la rupture. Dans 20 ans, il y aura quelqu'un qui fera cette même émission et qui dira la même chose. Et rien n'aura changé. Eh bien, je vais vous dire, le seul mérite de la conférence de presse d'hier, moi j'essaie d'être objectif, le seul mérite, c'est qu'au moins il a dressé un tableau extrêmement précis du désastre. Simplement, quand une entreprise fait faillite, on est d'accord. On prend un administrateur judiciaire. On ne prend pas le patron qui a mis la société en faillite. Et ce qui est fascinant dans la conférence il a voté tous les budgets. Tous les budgets. Oui, ça c'est sûr. Mais personne ne lui a dit. Vous avez voté tous les budgets. C'était pas une conférence de presse. Bon, écoutez, par exemple, moi j'avais un petit exemple à vous montrer. C'était une conférence. Je voulais vous montrer un petit exemple parce que Olivier Andriès, personne ne va l'écouter aujourd'hui. Et je trouve que il en dit bien plus que n'importe qui. Olivier Andriès, c'est qui? C'est le DG de Safran. Et il s'est exprimé dans une commission d'enquête. Et souvent, je vous dis que les commissions d'enquête sont formidables parce qu'il se dit des choses qui ne se diraient pas sur un plateau de télévision. Donc, il est interrogé sur la réindustrialisation de la France et la difficulté de réindustrialiser. Safran, c'est du matériel militaire, aéronautique, etc. Donc, il crée 500 emplois à Rennes et il se fait insulter. Écoutez ce qu'il dit, c'est le DG de Safran. C'est formidable. Nous avons décidé également de développer l'activité de fonderie d'aubes de turbines. Et comme c'est une activité stratégique, on a décidé de le faire en France. Et on a décidé de s'installer à Rennes. Et on a fait cette annonce il y a à peu près 1 an, de s'installer à Rennes et de créer 500 emplois à Rennes pour développer une fonderie d'aubes de turbines. Encore une fois, activité très stratégique dans le domaine militaire, mais également dans le domaine civil, puisque ça fait partie des pièces les plus critiques d'un moteur. Nous avons bien travaillé avec la maire de Rennes, avec le conseil régional, nous avons été soutenus, on a fait un beau dossier, 500 personnes, on s'est installé dans une zone ex-Stellantis. Donc on a respecté totalement comment est-ce qu'on appelle ça, le zéro artificialisation nette, voilà. Et là on a été surpris, et ça, voilà, je le dis quand on parle de réindustrialisation, je me permets de dire ça, on a été surpris dès l'annonce d'être critiqué par les écologistes à Rennes, qui ont mis en cause la majorité municipale de Rennes. On avait négocié avec la maire socialiste de Rennes. Encore une fois, ça s'est très très bien passé. Et là, les écologistes, nous ont jeté des tomates sur le thème. C'est scandaleux, un groupe vient s'installer, créer de l'emploi. C'est l'aéronautique, c'est l'avion, ils vont polluer. Et puis c'est le militaire, c'est pas bien. Alors, je vais être très très clair avec vous. Pour moi, il n'est plus question aujourd'hui d'investir en France dans une ville qui est détenue par une majorité écologiste. C'est plus possible. Je ne le ferai pas. Si c'est pour se faire accueillir, quand on crée 500 emplois dans une région, si c'est pour se faire accueillir par des tomates, ce n'est pas la peine, je ne le ferai pas. Bon, ben voilà l'état d'esprit français, Nicolas Dupont-Aignan. Et c'est ça qu'il faut changer. Toute la presse devrait parler de ça. Mais elle ne le fera pas. Mais il y a un papier dans les Échos ce matin. Oui, les Échos. Ils vont inviter Lucie Castet pour nous donner... Sur les gaspillages fous en matière de transition écologique. Et je veux dire un truc sur la transition écologique. J'ai réalisé ça. Quand vous regardez, on est le pays qui l'a effectué. On est le meilleur au monde de pays industriels en termes de gaz à effet de serre. On est en avance, on a devancé tous les autres pays. On est propre. Pourquoi déverser 40 milliards par an, 40, alors qu'on a déjà fait le job? C'est insupportable. Vous avez une application sur... je vais faire de la pub. Electricity Map, c'est en anglais. Vous avez au quotidien les gaz à effet de serre pour la production d'électricité dans tous les pays du monde. Hier, je regardais, la France, 14 grammes. L'Allemagne, 518 grammes. Et on nous oblige à déverser des dizaines de milliards d'euros qu'on n'a pas pour une mutation qu'on a déjà faite. C'est du délire. Alors, libre aux Français de changer leurs fenêtres, d'améliorer leur rénovation, etc. Mais pourquoi on devrait payer alors qu'on n'a plus l'argent? Et quand vous disiez les Français vont s'en aperçoivent pas, je vais vous dire, on est au bord de la crise de la dette, là. On est au bord de la crise de la dette. Si Bayrou a fait cette grande conférence de presse pour rien annoncer, c'est pourquoi? C'est un peu de répit, monsieur le bourreau. Parce que le jour où on a une crise de la dette en France, là, dans les heures qui viennent ou dans les mois qui viennent, on fait quoi?
Donc, si on ne prend pas des mesures au budget 2026... Visiblement, d'ici 2029, on est tranquille. Mais non. Mais si, ils nous disent rien. Sur l'immigration, sur la transition que tu peux faire de la dette, hein, sur l'Union européenne... Tu peux faire de la dette si personne ne te demande de la rembourser, excusez-moi. Sauf que les taux... Mais en 2029, c'est-à-dire que l'Union européenne... Je crois que c'est en 2029, hein, on est d'accord? 100 milliards. Voilà. Bon, on paye 62, on payait 30. Mais bon, voilà, personne ne te demande... Il faut revenir à 3% en 2029. Voilà, en 2029. Et là, on est en 2026, donc c'est très loin, c'est un autre président de la République aujourd'hui. Sauf que le budget n'est plus tenu aujourd'hui. Oui. Et qu'on sait ce qu'il faut faire. Mais je sais bien, on le monsieur sait, chapitre par chapitre. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour savoir où il faut couper. Mais surtout, il faut ne pas le faire, Polytechnique. Moi, je trouve que c'est ça. Moi, j'ai repris une ville en difficulté. J'avais une ville en faillite quand j'ai été élu. C'est surtout ça. J'avais une ville en faillite. Quoi, je vous assure, je pense qu'il ne faut pas faire Polytechnique. Vous demandez à n'importe quel chef d'entreprise, vous donnez la France, c'est ce que je vous dis. Vous donnez la France à n'importe quel chef d'entreprise qui a un peu réussi, croyez-moi, ça va, il va mettre tout ça très rapidement en place. Moi j'ai une hypothèse. Oui. Littéraire. Oui. Un événement crucial dans mon adolescence, en fin d'année, je ne sais pas pourquoi, ils nous ont tous offert un exemplaire de Ravage de Barjavel. Ravage de Barjavel, c'est la fin du monde, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'énergie, le monde s'effondre, on revient presque au temps préhistorique. Peut-être que c'est cette lecture précoce, mais j'ai l'impression que rien ne se fera avant un effondrement. C'est-à-dire qu'on ne peut plus réformer, vous voyez, même Safran, 500 emplois, une petite chose est devenue impossible. Comme on ne peut plus réformer, je pense qu'il ne se passera rien avant vraiment une catastrophe dans ce domaine comme dans le domaine écologique. Comme dans la banqueroute, voilà. Non, c'est pas... Oui, mais c'est...